qu'on a une culture, nous, françaises, de la punition. Et on pense que c'est normal. Pourquoi est-ce qu'on exclut un enfant de l'école ? Parce qu'il est différent. Des outils comme l'intelligence artificielle, elles posent pas réellement de nouvelles questions. Elles posent d'anciennes questions auxquelles on n'a pas répondu depuis longtemps. Comme Maria Montessori le disait, l'éducation est la plus belle arme de paix. Michel Onfray a cette phrase que j'aime beaucoup, il dit « Tous les enfants sont des philosophes et certains adultes le demeurent ». Nos enfants deviennent comme nous les voyons, nos enfants deviennent comme ils nous voient. Prenons le temps de réfléchir à ce qu'on veut pour demain. Bienvenue sur le podcast Les Adultes de demain. Je m'appelle Stéphanie Descleb, je suis entrepreneur et surtout une actrice engagée pour l'enfance. Dans ce podcast, je donne la voix à celles et ceux qui changent le monde grâce à l'éducation. Pour en savoir plus sur mes dernières actualités, rendez-vous sur le compte Insta @lesadultesdedemain ou sur mon compte perso LinkedIn. Pour retrouver un condensé des meilleurs moments du podcast, je vous laisse découvrir le livre « Offrir le meilleur aux enfants » aux éditions Hatier, que j'ai coécrit avec ma mère Sylvie Descleb, que vous entendrez beaucoup dans ce podcast. Allez, je laisse place à un nouvel épisode. Les sujets autour de la jeunesse occupent beaucoup les débats publics. Nous dressons d'ailleurs souvent un portrait négatif de ces jeunes. Pourtant, ces enfants devenus grands, appelés aussi Génération Z, héritent en partie des générations précédentes de défis parfois effrayants. Jasmine Manet, conférencière et entrepreneur engagée, dit que la jeunesse doit devenir un horizon. C'est un projet dans lequel je crois puissamment. Nous avons parlé de cette impression de rupture entre les générations, de la place que les jeunes portent à la famille et aussi des particularités de cette génération, qui me fascinent par tant d'aspects. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Jasmine. Bonjour. Tu as 27 ans si je ne me trompe pas. C'est ça. Tu es franco-britannique et tu es une entrepreneur engagée pour ta génération. Tu as notamment cofondé en 2021 l'ONG Youth Forever qui met en capacité la relève à mener en entreprise des transformations au service de la transition environnementale. Tu es aussi conférencière, professeure et influenceuse visant toujours à défendre cette jeune génération qui est la génération Z. Et d'ailleurs, j'invite tous les auditeurs à écouter tes conférences qui sont à la fois bouleversantes et passionnantes. Je mettrai les liens en description du podcast. Et pour commencer, j'aimerais que tu nous dises pourquoi est-ce que tu dis que la jeunesse doit devenir un horizon ? Ah là là, très belle question de début. Ce mot horizon, il est assez récent dans mon vocabulaire, je vais te dire, en tout cas lié à la jeunesse. Donc je dirige une association, on y reviendra, et on organise des événements pour réunir nos communautés, notamment nous autour de l'écosystème travail, donc l'entreprise, l'employeur, les écoles, les jeunes et les penseurs, disons, de ce travail, différents chercheurs, etc. Et donc on essaye régulièrement de les réunir, et notamment avec des formats d'événements pour porter les messages qui nous tiennent à cœur. Et en l'occurrence, on a deux formats, un qui s'appelle « Cause toujours ». L'idée, c'était de partir de cette phrase « Cause toujours, tu m'intéresses » de jeunes à qui on pourrait dire à des plus jeunes, en l'occurrence, qui s'engagent. Et on voulait montrer, et on l'a fait à plusieurs reprises, intergénérationnel ou pas, que l'engagement peut prendre plein de visages. Mais le dernier qu'on a organisé, c'était en janvier donc 2024. On voulait un événement plus intellectuel, plus philosophique presque. Et le nom qu'on lui a trouvé, c'est La jeunesse, un horizon. Donc c'est pour ça que j'en suis venue là. Mais pour répondre à ta question, en fait, la jeunesse, c'est presque un projet de société, dans le sens de la posture, dans le sens d'un état d'esprit, dans le sens d'une naïveté, d'une maladresse peut-être, mais d'un rapport au monde qui est très ingénu, qui est très naïf peut-être, qui à mon avis, c'est un horizon à la fois comme état d'esprit, mais aussi comme nécessité, et qu'aujourd'hui, dans un monde qui vieillit, dans un monde à l'horizon bouché, de nouvelles d'actualité alarmantes, je veux dire, flippantes, si je prends le mot des jeunes. En l'occurrence, je pense que cette jeunesse, il faut toujours l'avoir en tête, parce que c'est ce pourquoi on s'engage et ce vers quoi, et c'est eux qui vont le faire. Donc à la fin, c'est peut-être pour ça que j'en fais un plaidoyer, mais work in progress. Alors tu le sais mieux que moi, la jeunesse occupe beaucoup les débats médiatiques. Quels sont selon toi les plus grands mythes en France autour des jeunes ? Ils sont déjà les jeunes, c'est très difficile à définir, et que
nous-mêmes, en étant spécialisés sur la thématique, on a besoin de redéfinir à chaque fois le mot jeune. Est-ce que c'est un âge ? Est-ce que, dans ce cas-là, quel âge ? Nous, en l'occurrence, on regarde beaucoup sur la population qui travaille, donc 18-30 ans. Et encore, on pourrait parler plutôt d'années d'expérience plutôt que d'âge, en fonction du diplôme, etc. Et puis, les jeunes, en fait, on parle de qui, de où, de quand, et à quel âge on est plus jeune. Enfin, c'est très difficile, en fait, de parler des jeunes. Et du coup, ce qui est paradoxal, c'est que tous les mythes qui leur sont associés sont presque intemporels. Et qu'ils ont une place très forte dans le débat public, médiatique, même entreprise, voire école. Et qu'on en parle beaucoup. C'est un sujet de mode, et on en parle beaucoup à certains moments. Post-Covid, on en a beaucoup parlé. Mais derrière, les qualificatifs qui leur sont attribués, comme la flemme, la paresse, oui, ça va ensemble, le fait d'être insolent, d'être enfant roi, de ne pas s'engager, tous ces qualificatifs assez négatifs, pardon. En fait, on peut retrouver des exemples de brochures de presse il y a 10 ans, comme il y a 100 ans, comme voire il y a 2000 ans. Et qu'en fait, ce regard qu'on porte sur les jeunes, ou cette fracture, comme on aime le dire en ce moment, elle n'est pas nouvelle. Et c'est un peu l'histoire qui se répète. Les mots sont peut-être un tout petit peu différents, mais globalement, on peut trouver des témoignages de mythes sur cette jeunesse qui sont vraiment... qui traversent les époques. Donc c'est assez paradoxal. Donc on se pose la question, nous, beaucoup, de la différence entre l'âge et la génération. Et en l'occurrence, qu'est-ce qui est des jeunes d'aujourd'hui ? Et donc, dans ce brouhaha médiatique, qu'est-ce qu'on comprend qui est spécifique à la génération dont on parle ? VS, qu'est-ce qui est d'être jeune et du coup de passer peut-être par ce cycle assez naturel de on va s'en prendre plein la tête. Et en même temps, être jeune, c'est aussi un moment de vie et c'est normal. Et on est tous passés par là. Donc, tu vois, c'est très difficile de démêler en fait le vrai du faux et surtout l'universel et l'intemporel du spécifique et ce qui nécessite de l'action aujourd'hui. Et dans le travail que vous avez fait, qu'est-ce que tu en retires sur les spécificités de la jeunesse d'aujourd'hui ? Alors, moi, du coup, c'est pour ça qu'on utilise avec l'association Youth Forever, on utilise le prisme générationnel, qui a plein de limites. Notamment, la principale, c'est que ça gomme la diversité. Quand on parle d'une cohorte d'âge avec un prisme de génération, forcément, on met dans le même panier, notamment des jeunes. En l'occurrence, pour la génération Z, par exemple, les jeunes d'aujourd'hui, en tout cas ceux que moi j'étudie, qui sont en âge étudiant et en début de vie active, donc ceux qui sont nés entre, en gros, 96-97 en fonction des définitions et 2010. En l'occurrence, ces jeunes-là, on ne peut pas dire qu'ils sont les mêmes, mais qu'il y a beaucoup plus de nuances en intersectionnalité qu'on ne le pense au sein de cette cohorte d'âge. Donc nous, on essaye de tirer des traits transverses, des traits universels, des traits générationnels, au sens où, avec le recul, on pourra poser un regard un peu commun sur l'ensemble de cette cohorte d'âge. Mais je prends quand même des précautions avant de te répondre, parce que c'est un terme qui est sulfureux et qui est difficile à utiliser. Mais en l'occurrence, dans cette lecture de la génération Z, et d'ailleurs, je peux faire juste une passe décisive vers une anthropologue que moi j'adore, qui s'appelle Elisabeth Soulier, qui a écrit beaucoup sur les jeunes, et notamment la génération Z, et qui a écrit un ouvrage qui s'appelle La génération Z au rayon X, elle-même est membre de génération X. Et donc elle propose une lecture de cette génération Z par le prisme de l'anthropologie, qui est vraiment génial, et le livre se lit hyper facilement. Et elle fait beaucoup de conférences disponibles partout. Et en l'occurrence, nous on dit beaucoup que la Gen Z aujourd'hui, elle se différencie par trois variables. Et surtout, elle est en plein dans son contexte. Et qu'une génération, il faut toujours la réintégrer dans son contexte. Et donc, en l'occurrence, c'est le Covid et toutes les conséquences de la pandémie en termes d'amplification d'une détresse financière, d'une détresse scolaire, d'une détresse psychologique. Et puis, c'est les défis, les crises, entre guillemets, qu'on traverse depuis 10 ans. Donc, c'est l'environnement et tout ce qui est lié. Là, les enjeux géopolitiques. Le digital comme état de fait, comme outil. Donc là, on n'est plus sur des outils, sur les réseaux sociaux comme façon d'interagir. Donc tout ça qui, entre guillemets, fige une cohorte d'âge qui, en grandissant, développe
développerait des traits communs. Et donc nous, on a 3 façons de l'analyser. La différence, elle serait sur le rapport à l'autre, le rapport au temps et le rapport à l'engagement. Et il pourrait y en avoir plein d'autres, on pourrait en débattre. Mais donc en l'occurrence, sur le rapport au temps, ce qui est très particulier, c'est ce changement de paradigme vers l'instantanéité et vers ce trait court terme de c'est ici et maintenant. Et ça, on le trouve partout, dans toutes les sphères de la vie. C'est très lié au digital, bien sûr, parce qu'on claque des doigts et tout est accessible. Et on veut une information, elle y est. Et donc la mémoire est différente. En fait, toutes nos relations humaines et nos façons de concevoir la consommation, la citoyenneté, le travail sont façonnées par ce court terme, d'autant plus que le long terme est complètement bouché. Et donc, quand on pense temps long, c'est là où on trouve plein de chiffres sur l'anxiété, sur le stress, sur le burn-out, voire sur une incapacité à penser le futur et sur un malaise d'époque presque. Et en l'occurrence, ce rapport au temps, donc il faut le penser très très dans l'instantanéité, dans le présent, et pas du tout dans le temps long. Parce que c'est dur de penser au temps long. C'est dur quand on est jeune, quoi qu'il arrive, mais c'est d'autant plus dur aujourd'hui. Donc après, il y a cette notion du rapport à l'autre. Et Elisabeth Soulier, que je mentionnais, elle parle beaucoup de la notion de tribu. Et qu'en fait, chez les plus jeunes, on voit beaucoup cette notion de petit collectif presque identitaire. Que ce soit d'ailleurs en ligne ou en vrai. Et donc, l'autre est très important, mais dans l'émotion, dans l'affect, dans la relation très identitaire. Et puis, on parle aussi d'égoïsme ou de narcissique beaucoup pour parler des jeunes, parce qu'il y a peut-être un changement de façon de concevoir ce lien, en fait. Et il est beaucoup plus refermé, beaucoup plus serré. Et en même temps, la famille, par exemple, qui avait un peu perdu de sa superbe avec le délitement des liens, mais apparemment la religion aussi, je m'y connais moins. Mais en fait, c'est des instances qui reprennent un petit peu le vent en poupe, parce qu'il y a ce côté très communauté, très proche. Et enfin, il y a le rapport à l'engagement. Et en l'occurrence, le glissement qu'on voit un petit peu, c'est d'une quête qui était plutôt celle du bonheur et du sens, qui a été vraiment le combat, je dirais, de la génération Y, la génération précédente, et tant mieux, avec vraiment cette notion d'équilibre de vie pro, vie perso, etc. Maintenant, on glisse plutôt vers l'utile. Et c'est subtil, mais c'est beaucoup plus, en fait, aujourd'hui, l'enjeu pour eux, c'est beaucoup plus d'être alignés dans tout ce qu'ils sont, et d'être cohérents, et de pouvoir se regarder dans la glace et que c'est OK. Après, mon utilité, elle va peut-être être très égocentrée. Elle va peut-être être moi, je veux avoir du temps pour moi, pour faire des choses qui me plaisent, etc. Pour d'autres, l'utilité, ça va être contribuer à des sujets qui me tiennent à cœur. Pour d'autres, ça va être s'engager et changer le monde, entre guillemets. Et donc, dans cette notion d'engagement, elle est beaucoup plus... elle est réinventée. Elle s'éloigne des instances traditionnelles. Les élections européennes approchent. Je pense que le résultat sera révélateur de cet engagement dans des instances traditionnelles. Le syndicalisme aussi. Enfin, toutes ces instances-là où d'habitude on allait pour s'engager, aujourd'hui ont perdu, entre guillemets, même de mémoire collective chez les plus jeunes. Et du coup, il y a des nouvelles instances, des nouvelles façons de faire qui émergent. Ça ne veut pas dire qu'ils ne s'engagent pas, ça veut juste dire qu'ils s'engagent différemment. Voilà. En gros, ce serait un peu mes trois prismes pour la comprendre et l'observer. Évidemment, on pourrait trouver autant de contre-exemples que possible. Non, mais c'est super intéressant. Et j'ai lu notamment dans l'une des études que vous avez produite avec Youth Forever un chiffre que vous avez relevé d'une étude Ipsos publiée en 2021 qui m'a particulièrement frappée. Tu parlais de génération. 83% des jeunes d'aujourd'hui ont le sentiment de vivre une époque de la malchance. Et ce qui est frappant, c'est que ce chiffre s'élevait à 47% en 1999. Qu'est-ce qui explique cela ? Donc c'est 2020, c'est ça ? 2021. En fait, ces chiffres-là, ils sont intéressants parce qu'ils nous permettent de prendre le pouls un peu du temps et de l'époque. Et ils sont très conjoncturels. Déjà aujourd'hui, je crois qu'il y a eu quelques études un peu par des mêmes instituts qui ont été faites et c'est des questions qu'on pose régulièrement, un peu votre niveau de bonheur, comment vous vous sentez, etc. C'est très lié à l'actualité et notamment l'actualité économique. Et que 2021, on était vraiment en pleine reconstruction Covid, disons, d'une reprise un petit peu, mais quand même avec des séquelles d'une année très difficile pour beaucoup d'entre eux et on n'était pas encore complètement sortis d'affaires et la posture entreprise et puis on commençait à parler de pouvoir d'achat. Enfin, c'était un moment où je pense le taux de stress était assez élevé.
Derrière, si on repose la question là, en 2024, les chiffres sont meilleurs. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une sorte de grande perméabilité à la conjoncture économique et les jeunes sont ceux qui varient le plus et le plus rapidement. Néanmoins, il y a quand même une tendance de fond qu'on peut observer et que cette incapacité à se projeter dont je parlais tout à l'heure, ce stress d'époque presque, ce sentiment ce pessimisme aussi, ce sentiment d'être né au mauvais moment, il est très lié à... Il est très générationnel aujourd'hui. Et moi, mon optimisme, c'est qu'il s'estompe un petit peu en grandissant. Et que, parce que aussi, quand on veut être utile, et j'en parlais tout à l'heure de cette boussole, un peu cet impératif d'être utile, globalement, quand on est au lycée aujourd'hui et qu'on découvre les enjeux environnementaux, en fait, s'engager, c'est très limité. Et c'est très frustrant, du coup. Et cette prise de conscience, elle est trop violente à encaisser pour beaucoup. Et du coup, ça crée ce sentiment de malchance, ce rejet de l'époque, etc. Mais qui peut-être, en grandissant, on augmente son champ d'action, son champ de possible. Et du coup, on est de plus en plus dans du positif, dans sa perception, en tout cas. Mais bon, c'est des hypothèses. Hein. Globalement, je m'avance peut-être un peu trop. Mais ouais, c'est plus une détresse psychologique un peu transverse qu'on observe. Qui est alarmante et qui est quantifiable et qu'on commence tout simplement aujourd'hui à toucher du doigt. Moi, les chiffres qui me font le plus peur, c'est les taux de suicide. Ouais, j'allais t'en parler, le suicide. Et là, récemment, le chiffre de 1 jeune sur 5 qui présente des troubles dépressifs. Ouais. Qu'est-ce que ça te fait, toi, d'entendre tout ça ? Moi... j'ai pas le choix que d'en faire quelque chose. Globalement, j'ai grandi privilégiée, j'ai fait des très belles études, ça m'ouvre plein de portes, j'ai un beau réseau. J'ai monté un podcast quand j'ai été étudiante qui m'a aussi propulsée dans un écosystème, qui m'a permis de rencontrer du monde et surtout, moi, d'apprendre énormément. Et j'en fais un peu ma responsabilité d'en faire quelque chose et de... jouer du luxe que j'ai, de cette chance que j'ai. Et globalement, moi, un de mes moteurs, c'est dans tous les enjeux qu'on vit aujourd'hui. C'est la question que je pose et à laquelle on essaye de répondre avec l'asso, c'est un peu qui va le faire. Et que quand on lit, tu vois, ces chiffres sur les jeunes aujourd'hui, leur stress psychologique, qui n'est pas contestable, c'est des faits, c'est factuel, ça vient des médecins, etc. En fait, et tous les parents pourront en attester probablement. En l'occurrence, une fois qu'on s'est dit ça, ces jeunes-là qui grandissent, c'est eux qui vont construire la société d'aujourd'hui et de demain. Mais est-ce qu'ils seront en capacité de le faire ? Est-ce qu'ils seront volontaires pour le faire ? Est-ce qu'ils seront formés pour le faire ? Et tous ces enjeux-là qu'on voit dès l'enfance, en fait, tout l'enjeu pour moi, c'est de créer les conditions pour qu'ils soient au moins une partie d'entre eux capables, volontaires et capables psychologiquement, physiquement, etc. Du coup, c'est un peu ça ce que ça m'évoque. Tu vois, quand je lis les chiffres, je me dis waouh. En fait, de l'autre côté, on a si on prend juste la question climatique, en fait, la tâche est immense et tellement complexe. Et il va falloir des gens partout. Et il va falloir qu'on se forme, qu'on s'informe, qu'on ait du pouvoir et tout. Et quand je lis ces chiffres, je me dis waouh, là, c'est pas gagné. Et moi-même, il faut que je me protège dans tout ça. Mais du coup, j'essaye de réconcilier les deux et c'est un peu à ça que... Moi, c'est ça que ça m'inspire. Donc, je suis en mode, maintenant, j'y contribue. Et est-ce que tu as déjà réfléchi dans ton travail autour de cette génération Z à la place qu'a l'école dans leur construction de futurs adultes ? Elle est très importante. Nous, on a fait le choix de s'intéresser plutôt, entre guillemets, aux jeunes, je vais dire actifs, mais au sens en âge de travailler. Et du coup, de ce lien avec le travail, souvent dès la 3e, voire en fait depuis toujours avec sa famille et les proches autour de soi. Néanmoins, sur le corpus éducatif, je le touche de plus loin. Néanmoins, clairement, le niveau a baissé. En termes de mathématiques, de lecture, d'illettrisme ou pas, de langue, de tous les sujets un petit peu transverses. Mais ça, c'est
des tendances de fond, et la France classée dans tout ça encore plus. Et du coup, forcément, je le regarde parce que quand on parle de travail, l'entreprise, ou je vais dire l'entreprise pour parler des employeurs, mais j'en fais pas un cas particulier, l'entreprise va devoir l'absorber. Et qu'en fait, si typiquement le sujet de l'orthographe, ça revient tout le temps dans nos échanges, et un des sortes de conversations machine à café que j'ai tout le temps avec des managers, c'est mais ils savent pas écrire. Et je peux pas leur faire confiance à quelqu'un qui fait de la communication, d'écrire un post sur LinkedIn ou d'envoyer un mail à un prospect quand on fait de la vente, etc. En fait, je suis obligée de relire tout ou de leur installer des correcteurs et tout. Et ça, pour des plus de 50 ans, c'est pas possible en fait. Mais je trouve que c'est un exemple les plus révélateurs peut-être de ce glissement-là ou de cette priorité ou peut-être du besoin de pas savoir écrire parce qu'en fait, on peut se corriger... écrire, on s'entend. Du coup, je trouve que c'est juste un exemple très très précis où du coup, dans le travail, on le retrouve et ça devient un gros sujet. Du coup, forcément, il faut regarder l'école et ça en fait que... Ça, c'est sur les compétences dites techniques. Et après, nous, typiquement, on développe des formations dites de soft skills. Donc, en gros, ça veut dire les compétences humaines. Donc, nous, on apprend à convaincre, à la prise de parole, à la négociation, à l'écoute active, etc., qui sont pour moi moins enseignés à l'école, en tout cas de mon parcours et des témoignages qu'on en a. Et du coup, on essaye d'y contribuer, mais surtout à un moment de vie, on en a beaucoup besoin, notamment dans l'insertion dans la vie active. Du coup, bien sûr que je regarde ce qui s'y passe. Néanmoins, dans cette chaîne de valeur, c'est déjà un énorme chantier. Donc, en l'occurrence, j'essaie plus de voir les symptômes et les causes pour essayer de le traiter ensuite dans le monde du travail où ça nous concerne. Mais la vie est encore longue. Alors, on parle beaucoup de rupture entre les générations. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus et particulièrement en quoi ces ruptures sont visibles entre la génération Z et les générations d'au-dessus ? Ah là là, je change beaucoup d'avis sur cette question, mais en fait, notre première étude, Côté Youth Forever, qui est accessible gratuitement sur notre site, elle était sur l'intergénérationnel et justement sur cette fracture générationnelle. Et on a voulu se poser la question d'une particularité jeune ou des jeunes d'aujourd'hui ou de cette fracture et de voir si ce brouhaha, entre guillemets, qui se répète, est-ce qu'il est toujours pertinent aujourd'hui ? Parce qu'en lisant l'actualité, on me dirait que oui. Et en fait, ce qu'on a trouvé, c'est oui et non, quoi. Enfin, ce qui n'est pas surprenant, mais... Et l'enquête s'appelle « Jeune con, love vieux fou », mais on a joué avec les mots là-dessus. Mais en l'occurrence, quand on regarde, en effet, on n'a pas grandi dans les mêmes époques. Ça veut pas dire que c'était mieux avant ou pire avant, etc. Mais il y a quand même des outils, des schémas de pensée, des variables. Juste le fait que maintenant, tout soit hyper mondialisé, que des jeunes se ressemblent beaucoup dans le monde entier, c'est très nouveau. Parce qu'on parle notamment par Internet, globalement, on vit des événements communs. La pandémie, c'était mondial. Enfin, tous les jeunes ont été coupés à ce moment-là à l'école. Et ça, c'est transverse. On peut en parler comme un phénomène générationnel transverse. Alors qu'avant, on ne pouvait pas du tout comparer, même il y a 50 ans, un jeune Français avec un jeune Indien, etc. Donc évidemment, dans la nuance de ce que je disais tout à l'heure, de l'origine sociale, du diplôme, etc., du territoire. Mais il y a quand même des schémas communs. Dans cette rupture générationnelle, en fait, l'autre problème, c'est qu'aussi que les générations au-dessus sont dynamiques et qu'on ne reste pas figé à la personne qu'on était quand on a 18 ou 20 ans. Et que quand on parle des baby-boomers ou de la génération X, il faut les remettre dans leur contexte aujourd'hui. Et qu'en fait, quand on lit une sorte de fiche descriptive de génération, les baby-boomers, dans leur rapport à l'autorité, etc., en fait, souvent, c'est pas vrai. C'est que c'était peut-être le cas dans le monde dans lequel ils ont grandi, mais qu'il y en a pour qui c'est encore très important. Mais globalement, ça s'estompe avec le temps. Il y a d'autres variables qui prennent le dessus. Donc c'est très difficile en fait de faire interagir. Néanmoins, ce qu'on voit, et ce de quoi part peut-être ce conflit, c'est le manque d'interaction. Et qu'en gros, et surtout en France, on est très segmenté par génération et on vit des moments de vie par cohorte, entre guillemets, d'âge, en moyenne. Le travail, c'est l'exception. Et c'est l'endroit où on peut peut-être côtoyer différent que ce soit en termes d'âge. Après, c'est pas toujours le cas dans la réalité. Parce que plus t'es haut dans la hiérarchie, donc en général plus t'es âgé, plus t'es dans d'autres localisations, ou plus t'as des échelons hiérarchiques qui te séparent. Globalement, il y
il y a peu d'espace dans la société où on va vraiment interagir, si ce n'est en famille ou au travail. Et en famille, ça se passe pas toujours bien, et puis il faut voir la qualité de ces relations. Et puis c'est un microcosme, VS le travail, puis le reste de la société. Du coup, ça cristallise ces incompréhensions, ces frustrations. On parle de ce qu'on ne connaît pas. Oui. Et ça, comme dans tout, c'est une recette à la catastrophe. Et donc, globalement, ça explique des frustrations parce qu'on n'a pas les mêmes canaux de vie ni de communication. On n'a pas les mêmes vocabulaires. Souvent, le langage est différent. On interprète beaucoup ce que pense l'autre, ce que dit l'autre. Sur, par exemple, les compréhensions d'une règle, on ne va pas du tout comprendre la même chose. Et puis, du coup, ça va créer ces phrases un peu banales, ces mythes dont tu parlais tout à l'heure. Et après, quand on regarde en vrai, moi, j'ai matière à être hyper optimiste sur ce lien générationnel parce que, l'intergénérationnel devient un sujet, une matière de diversité et inclusion en entreprise. L'ONU fait des rapports sur l'agisme et sur la force de l'intergénérationnel de plus en plus fréquemment. C'est une notion qui est complexe parce qu'elle est clivante aussi, mais quand bien utilisée, elle est super puissante. Et puis, quand on demande aux gens, c'est quoi les valeurs qui comptent pour vous ? C'est quoi vos combats prioritaires ? C'est quoi, votre rapport à l'époque et au monde aujourd'hui ? En fait, tout le monde est d'accord. Ça va pas être dans le même ordre. Mais le top 3, en général, c'est les mêmes sujets qui reviennent. C'est l'égalité des chances, c'est l'éducation, c'est le respect, c'est le combat pour les enjeux environnementaux aujourd'hui. Et c'est pas une question d'âge. La question, c'est comment on facilite la rencontre, puis le dialogue, puis le travail collectif. Et ça, c'est là où on a plus de boulot. Du coup, cette fracture, pour moi, elle n'existe pas. Et d'ailleurs, il y a plus de différences au sein d'une même cohorte d'âge qu'au sein de plusieurs cohortes d'âge. En tout cas, quand on va vraiment dans le précis sociologique. Par contre, dans le vécu, on la ressent. Et que ça en vient à un point où les jeunes, et je suppose que pour les vieux, c'est pareil, mais les jeunes s'approprient les étiquettes qu'on leur colle au dos. Et que j'avais lu une étude, notamment, ils avaient fait tout un panel de « c'est quoi votre animal totem ?» Je le fais avec la salle dans laquelle on est, où il y a plein d'animaux sur le mur. C'est quoi votre animal totem ? Et la majorité, en tout cas une grande majorité alarmante des jeunes avaient répondu le paresseux. Alors que, à quoi rapport ? Je pense pas que beaucoup de gens s'identifient paresseux. Mais en fait, ils s'étaient appropriés ce côté flemmard. Et puis, les tendances sur TikTok, par exemple, ne vont pas nous aider dans le sujet, parce qu'il y a des tendances Gen Z, des tendances par année de naissance, etc. Donc, ça crée un peu ce truc autoréalisateur de... En fait, on m'a collé ça, et peut-être je finis par y croire. Et en fait, la Gen Z au boulot, on est comme ça, parce qu'on lit le sujet. Et là-dessus, pour finir, je vous encourage à découvrir la dernière étude de l'APEC avec une agence qui s'appelle Terra Nova. Ils ont essayé qui est sorti assez récemment, qu'ils ont essayé de voir est-ce qu'il y a un sujet jeune en contraste avec les autres générations. Et globalement, leurs résultats ils disaient on aurait aimé trouver des grosses différences, mais en fait, il n'y en a pas. Et c'est de ça dont il faut partir, et c'est ça qu'il faut qu'on dise au quotidien, parce que c'est super important pour refaire société derrière. Bien sûr. Et comment vivent les jeunes avec leur famille ? Quels sont les liens avec la famille ? Tu l'as un peu mentionné au début. C'est des liens qui se resserrent. Est-ce que tu as étudié ce sujet-là, notamment le lien entre ces jeunes et leurs parents ? Ouais. Alors, pas directement formulé comme ça. Je l'étudie plutôt sur quelles sont les instances de la vie où là on passe du temps. Typiquement dans le rapport au travail, ça va être important quelle est la place de la famille. Famille, d'ailleurs, quelle est la définition d'une famille, puisque pour les jeunes, beaucoup leur famille peuvent être leurs collègues, peuvent être des amis proches. Donc c'est difficile à définir, mais dans le sens parent-enfant, il y a un lien qui est souvent très proche ou très conflictuel en fonction, qui est très fusionnel en fait, mais leurs relations sont comme ça, leurs relations sont très dans l'affect et dans l'intuition, pas du tout dans le rationnel comme peut-être c'était plus le cas avant. Mais il y a vraiment, mais c'est lié à l'éducation qu'ils ont reçue aussi. Et en l'occurrence, moi ce qui m'intéresse, c'est très lié notamment au lieu de vie. Et moi je regarde beaucoup... post-Covid, on disait les gens déménagent au bord de la mer, etc. Ou à la montagne, ils quittent les grandes villes, etc. Mais néanmoins, ce qu'on voit, c'est que de plus en plus chez les plus jeunes, ce qu'ils demandent, en tout cas en début de vie active, c'est qu'ils veulent travailler pour des entreprises dites locales. Et ce qu'ils voulaient dire par local, c'est-à-dire
palpable, dans le sens où on capte un petit peu qu'est-ce qu'elle fait, combien de personnes, etc. Et pour beaucoup, c'est là où ils ont grandi. Et donc, il y a vraiment ce côté attache au territoire de là d'où ils viennent, alors que probablement, en moyenne, quand on regarde d'avant, c'était beaucoup plus, on veut se construire son propre sillage, on veut s'affranchir peut-être d'un héritage familial et aller construire sa vie là où elle est plus excitante, peut-être, j'en sais rien, mais en grande ville. Là, c'est plus du tout le cas et que même pour partir la première fois, c'est de plus en plus difficile. Et après, les chiffres sont là, c'est qu'on reste chez soi plus longtemps. Parce que c'est très difficile de se loger. L'âge moyen d'accès à la propriété en France, il y a 39 ans. C'est pas un sujet jeune. Et du coup, forcément, ce lien familial, il devient beaucoup plus long. Et que peut-être que si c'était 0 à 15, 18 ans avant, bah forcément, maintenant, on reste chez soi jusqu'à peut-être 25, voire 30 ans. Du coup, ça change la relation. De l'autre côté, ce que je peux dire du côté des parents, moi, mes interlocuteurs sont surtout des parents. Et en l'occurrence, comme des parents d'enfants qui ont mon âge. En l'occurrence, ce qu'on voit chez eux, c'est une plus grande proximité, mais qui a été presque forcée par le Covid, et qu'on s'est retrouvé enfermé chez soi avec son enfant. Enfants qui, pour la plupart, sont bousculés. En tout cas, mes interlocuteurs, c'est beaucoup dans des grandes entreprises à responsabilité. Et ils sont choqués à quel point, parfois, leurs enfants ont honte de ce qu'ils font, voire ou ne le comprennent pas. Et les bousculent sur ça. Et du coup, ça leur prend aux tripes. Et il y en a un, je rencontrais un monsieur l'autre jour qui bosse dans l'industrie. Et il est très fier de ce qu'il fait, etc. Et il me disait, mais j'ai un énorme conflit avec ma fille qui vraiment rejette complètement le type d'entreprise dans lequel je travaille, la façon dont je le fais. Et il dit, je ne sais pas comment créer ce dialogue avec elle. Et c'était presque une détresse qu'il me partageait. Donc ça, c'est côté parents, je vois beaucoup ça, ce côté où il y a moins peut-être ce regard vers eux, cet acquis, en fait, de l'autorité parentale, et puis des difficultés, moi, que j'entends un peu quotidien, mais à éduquer au sens de, je sais pas, de gérer les écarts, de faire des punitions, de gérer des questions qui ne les ont pas du tout concernées avant, mais sur le genre, sur l'identité, globalement, et puis de répondre à des enjeux de société tels que le monde est fait aujourd'hui, mais tout le monde est en flip, quoi. Et eux ont du mal à y répondre, donc c'est plus là-dessus que je le sens, moi, mais globalement, c'est pas mon domaine d'expertise. Ouais. Et alors, est-ce que tu travailles sur les enjeux de la génération suivante, la génération alpha ? Pas beaucoup. Évidemment, je lis tout ce que je peux lire sur le sujet. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de consensus encore pour en faire un portrait. Il y a des sujets qui reviennent beaucoup. Le harcèlement, par exemple, scolaire notamment. Mais c'est très difficile parce que du coup, alpha, c'est après 2010-2012 en fonction des définitions. Ils ont moins de 12 ans. C'est quand même des petits, quoi. En fait, moi, la seule façon dont je pourrais les analyser, c'est en regardant leurs parents. Et si on se dit que les parents des alpha, c'est les Y, on peut se dire et les parents des Z, donc étaient les X en moyenne, peut-être qu'est-ce qui est très génération Y qui pourrait se retrouver dans leurs enfants. C'est comme ça que je le ferais. Mais sinon, non, j'ai pas de... On me pose souvent la question, mais j'ai pas trop de... Je peux pas... En fait, j'ai pas envie de me prononcer parce qu'entre guillemets, on voit pas encore... Il n'y a pas eu suffisamment je pense en tout cas, on ne voit pas la différence fondamentalement avec la génération qui aujourd'hui grandit. Donc, je ne voudrais pas trop me prononcer, mais je pense que le fait d'avoir fait sa petite école à distance, puis masquée, etc., forcément, ça a un impact. L'état physique et psychologique aussi. Et puis les parents, forcément. Bien sûr. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton travail avec l'association Youth Forever ? Avec plaisir. Alors, Youth Forever, c'est une association qui a 2 ans et demi, qui est basée à Paris, mais on est dans toute la France et on voyage beaucoup, qui essaie de répondre à cette question du qui va le faire, notamment au travail, vu que c'est mon territoire à moi d'impact, vu les enjeux et vu les tendances qu'on a décryptées ensemble. Derrière, du coup, on a 3 activités. La première, c'est qu'on est avant tout un observatoire. On a un observatoire, donc on va produire des études très basées sociologie sur le rapport au travail des jeunes ou le rapport au travail des générations ou l'intergénérationnel en fonction. Mais on va essayer de creuser
par des entretiens, des sondages, des portraits, voire d'autres formats un peu plus loufoques. On va essayer de creuser ce sujet-là. Derrière, ça nous donne notre crédibilité, mais aussi notre rencontre avec le terrain et avec les experts, les chercheurs et les employeurs, en l'occurrence pour mon sujet. Donc là, on a fait des études sur l'intergénérationnel, sur les parcours collaborateurs. C'est très RH à la fin comme sujet. Ensuite, et c'est ce travail de création de contenu, je vais dire, on va ensuite le faire voyager et donc faire beaucoup de conférences, d'organisation d'événements, d'écriture en fait, pour faire voyager nos idées. Et au moins vers un monde entreprise, ce qu'on a assez bien fait pour l'instant, et de plus en plus d'aller vers des sphères plus d'influence politique, publique, voire éducative. Et donc là, je rencontre pas mal des rectorats, des établissements d'enseignement supérieur, etc. Mais là, on reste encore sur la fin des études. Mais bon, à voir comment on va faire pour remonter la chaîne de valeur. Donc ça, c'est sur l'observatoire. Et ensuite, on a 2 champs d'action plus concrets, l'employeur ou le travail et les jeunes. Côté travail, on va bosser avec des entreprises qui sont nos mécènes ou nos partenaires ponctuels sur travailler la proposition RH dès l'école jusqu'à la fin d'un parcours chez eux pour, décrypter, équiper les équipes qui managent et puis mieux recruter, mieux engager tous les jours, mieux retenir. Non pas parce qu'on veut absolument retenir sa masse salariale, mais encore une fois dans ce truc de dans 7, 10, 30 ans qui seront les gens qui seront dans cette boîte, quoi. Et vu les enjeux, si on part du principe que la transformation est obligatoire, en gros on va essayer de contribuer à ça. Mais nous en fait à la fin ça ressemble à quoi ? Ça ressemble beaucoup à des espaces de parole, hein. On fait soit du challenge RH, soit on fait vraiment on décline nos outils, nos études en outils. Donc on va bosser les parcours collaborateurs, on va bosser la gouvernance, on va bosser les contrats de travail. Mais derrière, c'est surtout réunir, notamment souvent en huis clos, les jeunes de la boîte ou en externe qui pourraient l'envisager et de leur dire racontez-nous votre parcours, racontez-nous votre vécu, etc. Et ça soulage tout le monde. Et enfin, les jeunes, on les approche soit comme ça, soit on bosse avec des établissements, notamment des écoles de production. Donc on va faire des formations à la prise de parole, on va accompagner l'entrée dans la vie active. Mais notre cœur métier, c'est surtout des formations pour les jeunes sur ces soft skills dont je parlais tout à l'heure. Et on a une formation qui s'appelle CENO. CENO, pour nous, c'est l'acronyme de convaincre, écouter, négocier, opérationnaliser. Et en gros, on va sur plusieurs modules espacés dans le temps, gratuits. Aujourd'hui en Ile-de-France et dans l'année, j'espère, dans d'autres territoires. On est en train d'y travailler. On va accompagner des jeunes de différents horizons pour leur permettre d'avoir un peu ces compétences nécessaires. Nous, on dit souvent pour se faire entendre et être entendu. Donc, c'est prendre sa place, mais aussi se mettre à la place des autres. Parce que c'est comme ça, à mon avis, qu'on va faire avancer le plus vite les choses. Voilà, en gros, c'est compliqué, mais c'est ça qu'on fait. Non, c'est hyper clair, merci beaucoup et hyper inspirant. On va bientôt devoir se quitter et j'ai une question que je pose toujours à la fin à mes invités. Alors tu sais, le podcast s'appelle Les adultes de demain. Généralement, ma question, c'est qu'est-ce que tu souhaiterais aux enfants d'aujourd'hui, les futurs adultes de demain ? Et toi, je vais te la poser plutôt dans ce format-là. Qu'est-ce que tu souhaites aux jeunes d'aujourd'hui, les futurs grands adultes de demain ? Ah là là, j'aime bien, je leur souhaite 3 choses. Je leur souhaite de l'audace. L'audace de penser ce qui n'existe pas, l'audace de renoncer, l'audace de la fantaisie, en fait, de nouveaux modèles, parce que faut voir le verre à moitié plein et je vois plus l'époque comme une opportunité à réinventer des modèles juridiques, des modèles économiques, des modèles sociaux, des façons d'interagir, des amitiés intergénérationnelles, par exemple. Et ensuite, je leur souhaite du courage. Il va en falloir. Il va falloir prendre soin de soi, il va falloir pas se cramer, il va falloir tenir une vie, quoi. Et on a l'impression, en tout cas, moi déjà de mes 27 ans, j'ai l'impression que ça va pas être facile. Et puis, je leur souhaite de la joie. Et que dans tout ça, il faut quand même trouver ces bulles de joie, il faut trouver cet amour de la vie. Et ça, ça se travaille aussi. Donc, de l'audace, du courage et de la joie. Parfait, très beau programme. Merci beaucoup. Merci. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode.
J'aimerais prendre le temps de remercier tous ceux qui s'abonnent à la chaîne du podcast, qui laissent des avis et des notes sur Apple Podcast ou Spotify. Ça paraît rien, mais ça fait toute la différence pour faire connaître notre travail qui est complètement indépendant. Pour me retrouver, je vous rappelle que vous pouvez aller sur le compte Instagram des Adultes de Demain ou sur mon compte LinkedIn perso. N'hésitez pas à me partager vos retours sur cet épisode ou sur le podcast en général, ça fait tellement du bien de vous lire. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.